Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos. Bonjour Pierre Lelouch. Bonjour Monsieur de Villeneuve. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes avocat, ancien secrétaire d'État, ancien député. Vous êtes aujourd'hui consultant, notamment en géopolitique. Vous signez Engrenage chez Odile Jacob. Votre livre, d'ailleurs, nous servira de support pendant toute cette émission, puisque le diagnostic que vous y dressez recoupe les différentes actualités qui nous intéressent aujourd'hui. La voix de la France, que ce soit vis-à-vis du Proche-Orient en particulier ou du monde en général, sa souveraineté, ou plutôt ce qu'il en reste, et au-delà du diagnostic, y a-t-il des remèdes ? Alors que le chef de l'État entame demain une visite importante au Maroc et que le Premier ministre continue de soutenir le socle économique du pays à travers l'examen du budget. Pendant ce temps, Israël continue ses opérations avec des frappes importantes en Iran hier, et on l'a vu ce matin, ce qui semble être un attentat au centre d'Israël après ces attaques. Pour vous interroger ce matin, je salue Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. L'actualité ce matin, je le disais, ce sont donc ces dizaines de blessés dans le centre d'Israël. Un camion a heurté une station de bus. Attentat qui intervient au lendemain des attaques d'Israël sur l'Iran. On entendait Joe Biden hier dire en off qu'il espérait que ça serait fini après ces attaques d'Israël, qu'Israël en aurait fini avec les attaques sur l'Iran. J'ai l'impression que c'est que le commencement entre ces deux pays. C'est trop tôt pour le dire. J'ai l'impression que cette riposte a été extrêmement calibrée. Elle a été calibrée avec les Américains, de façon à éviter une étape supplémentaire dans l'engrenage, le titre de mon livre, petite publicité au passage, parce que c'est vraiment ça que nous vivons. Nous vivons d'une guerre à l'autre, des engrenages qui nous conduisent de l'Ukraine au Proche-Orient, à la Corée du Nord. On y reviendra tout à l'heure. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que Israël, depuis le 7 octobre, a non seulement été attaqué par le Hamas, mais immédiatement derrière, par la principale milice iranienne qui est au Liban, qui contrôle le Liban depuis 40 ans, le Hezbollah. Ces attaques sont dévastatrices, ont amené le déplacement de toute la population au nord d'Israël. C'est comme si on avait 600 000 Français qui étaient déménagés d'Alsace parce qu'il y a des missiles de l'autre côté. C'est énorme, ça dure depuis un an. C'est très efficace. Au sens où des villes comme Metula, par exemple, au nord d'Israël, sont détruites, moitié détruites. Donc, les Israéliens ont riposté en essayant de décapiter aussi bien Nasrallah et le Hezbollah que le Hamas. Ils l'ont fait en plus à Téhéran. Ils ont aussi ciblé des Iraniens. Et les Iraniens ont contre-attaqué. Pour la première fois, et là, ça marquait un vrai tournant, le 13 avril, pour la première fois, des missiles iraniens attaquaient directement Israël, alors que l'Iran, qui veut la destruction d'Israël, utilisait des proxys, des milices. Mais il y a eu 2 attaques de missiles. Justement, Israël accumule un peu les succès militaires. Là, ils viennent de frapper l'Iran, manifestement, de manière assez efficace là, sur des sites militaires. Mais très contrôlés, je dirais. Très contrôlés. Et on a l'impression, pourtant, que malgré tous ces succès, c'est l'élimination du chef du Hezbollah ou du chef du Hamas, il y a cet engrenage et qu'on ne voit pas la fin de l'histoire. Voilà. Et c'est là vous avez complètement raison. L'une des choses qui est très, très, très inquiétante dans cette affaire, c'est que les succès techniques et même technologiques des Israéliens contrastent avec l'absence de but stratégique de cette guerre. On ne sait pas où ils veulent aller parce qu'eux-mêmes sont très divisés. À l'intérieur du gouvernement israélien, il y a des zélotes qui veulent le grand Israël et qui veulent détruire tout le monde, d'autres qui veulent un arrangement. Vous avez une opposition qui souhaite un arrangement et un pays derrière qui a été traumatisé par le massacre du 7 octobre. Donc le navire avance, mais sans vraiment d'objectif. Là, les Américains ont contrôlé la riposte en évitant les attaques sur le nucléaire et sur les raffineries, qui auraient fait exploser le prix du pétrole, naturellement. Pour les élections, oui. Et les Iraniens auraient contre-attaqué sur les raffineries des pays arabes du Golfe, sunnites. Donc ça a été bloqué. Maintenant, la question c'est, est-ce que les Iraniens vont vouloir escalader ? Pour l'instant, d'après ce que j'ai lu des réactions iraniennes, ils font attention. Donc peut-être que ça va calmer les choses avec Téhéran, mais ça laisse entière la question que vous posez, c'est-à-dire quelle est la sortie de crise à Hamas, avec le Hamas à Gaza, et surtout, quand est-ce que ça se termine au Liban, sachant que c'est quand même une menace encore plus difficile sur Israël. Attendons d'en savoir plus en attendant sur cet attentat dans cette station de bus au centre d'Israël. Voilà, l'attentat, il vient probablement des territoires palestiniens qui eux-mêmes sont en ébullition
en partie parce qu'il y a cette politique de colonisation accélérée par Ben Gvir. Donc tout ça n'est pas bon. Il n'y a pas de C'est-à-dire qu'on avait les extrémités, on avait Gaza d'un côté et puis le nord d'Israël avec le conflit avec le Hezbollah. Et là, maintenant, ça touche tout l'État d'Israël. C'est là où ça peut s'embraser. Voilà. D'ailleurs, tout est fait pour rendre la vie impossible aux Israéliens et les amener à partir. Le refuge des Juifs en 1945 devient une espèce d'enfer quotidien où il y a soit des missiles, soit des attentats. Et c'est une stratégie délibérée d'installer la guerre dans la durée, sachant qu'Israël ne peut pas faire la guerre dans la durée. C'est un petit pays qui a besoin de travailler, d'exporter, et personne ne peut tenir une guerre sur le long terme. Imaginez-vous, avec l'Iran, on a 10 fois la population. L'Iran, c'est 10 fois la population d'Israël. Ouais. Donc Israël est déjà en guerre avec ces pays depuis de manière plus ou moins larvée depuis des décennies. Oui, mais plus ou moins larvée. Là, s'installe une guerre dans la durée, ça fait 1 an que ça dure. Alors, quand on parle d'escalade en ce moment, il y a peut-être une autre escalade qu'on peut mentionner, c'est les tensions peut-être entre la France et Israël. Emmanuel Macron parle d'abord, il dit on doit cesser la vente d'armes à Israël. Il en rajoute en en assimilant à demi-mot la politique du gouvernement israélien, une forme de barbarie. Est-ce qu'on est ici d'une forme de basculement dans la relation France-Israël? Écoutez, je me pose plein de questions sur M. Macron. Je me demande s'il s'embête. C'est une des causes, peut-être. Oui, il s'embête. Et donc faire le buzz, c'est bien, ça occupe. Ça le remet au centre du jeu. Je me demande aussi si on n'est pas en train de vivre un énième exemple de « en même temps » qu'il a fait dans plein de dossiers, sur la Russie, sur le Liban, sur l'Afrique. C'est en même temps, ou est-ce qu'il est rattrapé par l'éternelle politique du Quai d'Orsay, qui est une politique pro-pays arabe? Il y a un peu de ça, mais je crois que c'est vraiment lui qui oscille. Il a commencé, rappelez-vous, la coalition. Après le 7 octobre, il va embrasser Netanyahou en Israël et lui propose ce que les Israéliens ne demandaient même pas, de ressusciter l'alliance mondiale, la coalition anti-Daesh, pour en faire une coalition anti-Hamas. Oui. Donc ça allait très très loin. Puis après, il revient en France. Le 12 novembre, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée prennent l'initiative d'une grande manifestation contre l'antisémitisme, où j'étais, et le président ne vient pas. Alors que c'était le moment d'envoyer ce signal que la France était unie contre l'antisémitisme. Mais pour des raisons que je ne veux pas trop savoir, mais que je soupçonne, c'est-à-dire il dit il n'y va pas. Oui. Parce qu'il veut. Qu'est-ce que vous soupçonnez? Qu'il ne voulait pas antagoniser ce qu'il pense être une grosse minorité musulmane, qu'il pense être automatiquement anti-israélienne. Alors que ce n'est pas toujours le cas, heureusement. Mais, donc il rate ce rendez-vous important, républicain. Et ensuite, on assiste à un durcissement progressif. Il demande du cessez-le-feu, alors que le cessez-le-feu... Si vous faites un cessez-le-feu à Gaza, il y a un mois de ça, Sinoir était à la tête de Gaza, pour toujours. Donc, cessez-le-feu. Ensuite, il demande qu'on arrête les livraisons d'armes alors qu'on ne les livre pas. Mais là, plus gravement, il dit deux choses lourdes. La première, c'est qu'Israël a été créé par une résolution de l'ONU. Autrement dit, c'est un acte notarié qu'on peut reprendre. Méfiez-vous, parce qu'on peut aussi vous considérer que vous n'existez pas. Et là, il s'installe dans le rôle de l'Afrique du Sud, qui a attaqué l'État d'Israël pour génocide devant la Cour internationale de justice. C'est un moment grave où les pays du Sud global attaquent la légitimité même d'un État. Mais ce revirement, vous l'expliquez comment, Pierre Lelouch? Ce que vous dites est extrêmement important, et c'est vrai. Mais c'est grave. C'est grave. Il lui est venu l'idée de dire... alors, il y a eu effectivement les attaques, il y a eu des tirs de Tsahal sur le Liban, dans la région, dans la banlieue de Beyrouth. Et la finule a été... il y a eu des soldats qui ont été blessés, et de là, il y a eu, n'oublions pas la finule, n'oublions pas les Nations Unies. Les Nations Unies sont à l'origine de l'existence d'Israël, ce qui est un raccourci, évidemment, très très rapide. Oui. D'où ce revirement tout d'un coup, et encore récemment, à la conférence de soutien au Liban. On peut très bien soutenir le Liban, sans dénoncer la barbarie d'Israël. Il reprend le mot de Benjamin Netanyahou pour le remettre dans son contexte à lui. Non, c'est grave, c'est une vraie rupture qui est en train de s'installer avec Israël, à un moment où Israël est extrêmement vulnérable malgré ses succès tactiques. Vraiment, la pérennité de l'État est menacée, elle est menacée juridiquement puisqu'il y a des États qui viennent dire que c'est un État génocidaire, elle est menacée dans nos universités où on dénie le droit d'Israël exister. Quand on dit de la rivière à la mer, il n'y a plus d'Israël, il y a autre chose. Donc c'est un moment de grande vulnérabilité pour Israël, de grande panique chez les Juifs de France
qui sont agressés. Le nombre d'agressions anti-juives en France est énorme. Parce qu'en fait, il prend le mot de barbarie qui consistait à dénoncer les pogroms du 7 octobre, la barbarie du Hamas, et du coup, ce mot repris en admettant qu'elle s'applique à l'armée israélienne, ça voudrait dire que l'armée israélienne elle-même commet de la barbarie. C'est-à-dire qu'il fait un parallèle entre un État démocratique qui se défend et des mouvements terroristes qui attaquent. C'est exactement ce qu'ont fait les Sud-Africains devant la Cour de justice internationale. État génocidaire, alors que l'État juif est né du génocide des Juifs. Là, on le traite d'État génocidaire. Et là, on le traite aujourd'hui d'État barbare. Et c'est la France qui le dit, avec une situation d'antisémitisme dans le pays qui est extrêmement préoccupante, à un moment où le wokisme tourne à plein régime, où on essaye d'expliquer que la guerre en Israël, c'est les coloniaux juifs, et qu'en face, la figure du Palestinien, c'est la figure de l'oppressé à l'échelle mondiale. Que la France s'associe à un discours comme ça, c'est grave. Et je termine là-dessus, M. de Villeneuve. À l'époque, en 67, quand De Gaulle avait dit « peuple sûr de lui et dominateur », ça avait créé un choc mondial, mais ça, c'est plus grave. Pierre Lellouche est notre invité ce matin, l'auteur d'Engrenage, la guerre en Ukraine et le basculement du monde, dont on va parler dans un instant. À tout de suite sur Europe 1 et CNews. Pierre Lellouche est notre invité au grand rendez-vous ce dimanche. On vient de parler des relations entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Je ne sais pas encore s'il y a des relations ou quel est l'état des relations entre les deux dirigeants, tellement la situation est tendue. On peut se poser la question de savoir quel message, du coup, la France porte dans le monde à travers les déclarations sur Israël. Et puis alors, nous avons parallèlement Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron qui s'étrillent. Et pendant ce temps, et c'est le sujet de votre livre, La guerre d'Ukraine, le basculement du monde, les engrenages, le fait qu'on soit plus dans cette époque de l'après-1945, on a cette image cette semaine qui est quand même assez démente. On a Vladimir Poutine qui serre la main au patron de l'ONU, Antonio Guterres. Oui, alors même qu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale. Encore un tout petit mot sur Macron-Netanyahou. Mon regret dans toute cette affaire, c'est que la France, qui se veut puissance d'équilibre, pour peser, doit parler à tout le monde. Mais si vous avez une rupture pareille avec le gouvernement israélien, c'est compliqué pour la France d'avoir une voix ou un rôle diplomatique dans la région, déjà que son affaiblissement... Aujourd'hui, la France est totalement affaiblie par les dernières déclarations du chef de l'État, c'est ce que vous dites ? Elle est inaudible du côté israélien, parce que maintenant nous sommes parmi les adversaires, donc c'est pas bon. Si vous voulez peser dans une situation, il faut être capable de parler aux deux côtés, ce que nous faisions précédemment. Un peu compromis cette fois-ci. Alors, quant à Kazan, là, en effet, on est en train de changer de monde. C'est une des idées forces de mon livre. La guerre d'Ukraine marque un changement historique fondamental, parce qu'il y a 30 ans, nous entamions ce qu'on croyait être des décennies de paix, après la fin de la guerre froide. Un millénaire de paix, disait Francis Fukuyama. Et puis, on est en train d'entrer à cette période, donc 30 ans après, dans des décennies qui sont extrêmement violentes, où la guerre est utilisée de façon décomplexée, où on s'aperçoit que les théâtres d'opération, les théâtres stratégiques sont imbriqués les uns dans les autres, l'Europe et le Moyen-Orient, les mêmes acteurs, les Américains des deux côtés, des Iraniens, des Russes. Tout ça est extrêmement problématique. C'est grave pour la sécurité de l'Europe, c'est grave pour nos sociétés qui ont mon livre, c'est un peu le signal d'alarme. Attention, on rentre dans une période vraiment dangereuse. Et dans cette affaire, je dis que la guerre d'Ukraine a accéléré des mutations telluriques qui se produisaient déjà dans les rapports entre les nations. Et l'une des choses qu'on a faites dans cette guerre, sans le vouloir d'ailleurs, s'engageant à fond à partir du mois d'avril du côté ukrainien, c'est qu'on a soudé une alliance sino-russe, c'était le cauchemar de Kissinger, la Russie et la Chine ensemble, à laquelle se sont ajoutés deux États particulièrement toxiques, la Corée du Nord, qui envoie des forces maintenant en Ukraine, et l'Iran, qui envoie des missiles contre l'Ukraine aussi, et des drones. Donc ces quatre-là, que j'appelle les quatre cavaliers de l'Apocalypse, et derrière, l'armée du Sud global, comme disent les Russes. L'armée du Sud global... Ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Non. Alors, Monsieur Dupont, vous avez raison, je discute ce point dans le livre. Bien sûr que c'est hétérogène. Bien sûr. L'Inde n'a pas les mêmes intérêts que la Chine, qui n'a pas les mêmes intérêts que l'Afrique du Sud ou les Émirats. Mais ils sont tous là. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont unis par un seul
souci, c'est en finir avec la domination occidentale et américaine, en finir avec le rôle du dollar sur lequel sont assises toutes les sanctions qui pèsent sur 60% des pays du monde. Donc ils veulent contourner ça, contourner les valeurs, contourner le dollar, contourner la suprématie occidentale et donc préparer un prochain monde. Mais justement, quand on vous lit, alors on a une chose qui est assez frappante dans votre ouvrage, en fait, c'est qu'on a l'impression que les Occidentaux n'y comprennent rien. C'est-à-dire les Occidentaux ont négligé le rôle des cultures, des identités, la mémoire longue, l'inconscient collectif, la diversité des civilisations. On avait l'impression que le monde entier avait vocation à devenir un grand Occident. Et vous nous dites finalement, l'inculture relative ou prononcée des Occidentaux fait en sorte qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ce qui arrive au monde. Mais vous avez complètement raison, ils n'ont pas compris. Nous, on pensait en faisant la guerre avec les Ukrainiens, les aidants, etc., parce que cette guerre est quand même une guerre non déclarée entre l'OTAN et la Russie. C'est quand même ça. On parle d'une guerre non déclarée par procuration. Mais en faisant cette guerre, on s'est dit que c'était les valeurs universelles. Il y avait un État qui avait envahi le voisin, c'était scandaleux, il y avait des crimes de masse, etc. Donc on avait le droit avec tout. Eh bien, au moment de voter à l'ONU, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la majorité des pays font semblant de voter la première résolution, mais pas les suivantes. Et surtout, que les gros, les Indiens, les Russes, les Chinois, bien sûr, les Sud-Africains, ceux-là ne s'associent pas à cette protestation universelle, qu'on pensait être universelle. Et on découvre, au passage, que la mondialisation heureuse, qui était supposée fabriquer des peuples de consommateurs interchangeables, et bien que cette mondialisation, elle n'avait pas du tout enterré les identités. Et on est en train de revivre le retour des identités, en fait. Et donc des guerres identitaires. La guerre d'Ukraine, c'est rien d'autre que la guerre de sécession d'un pays qui veut quitter le giron de la Russie. Mais on a les mêmes choses en ce moment en Géorgie, on a les mêmes choses en Afrique, on a les mêmes choses au Maghreb. Il y a des guerres identitaires un peu partout. Pierre Lelouch, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont en train de perdre cette guerre par procuration en Ukraine face à la Russie et ce Sud global ? Ah ben là, si vous voulez, moi depuis le début, je pensais que cette guerre devait être empêchée. Et on pouvait l'empêcher. Donc je suis très très malheureux. Vous savez le bilan quand même. On en est à 1 million de victimes. Il y a quelque chose comme 250 000, 300 000 morts de part et d'autre. Et puis vous avez 700 000 ou 800 000 blessés. Donc 1 million de victimes. C'est absolument énorme. Cette guerre aurait pu être interrompue avant, elle aurait pu être interrompue en avril 2022, au moment des négociations, car il y a eu des négociations entre Ukrainiens et Russes, sous médiation turque à l'époque, mais ça avait raté. Il est urgent de réinstaller... Est-ce que le stratège était le bon ? Est-ce qu'il fallait justement demander à la Turquie de mener ces négociations ? Mais ils l'ont fait tout seuls. Ils ont proposé leurs bons offices et ils ont été acceptés. Non, mais fondamentalement... Comment est-ce qu'on en sort ? C'est pas la même chose que pour le conflit au Proche-Orient. Comment est-ce qu'on en sort de cette affaire ? On en sort que l'Ukraine est exsangue. Elle a perdu 20 millions d'habitants, l'Ukraine, depuis l'indépendance en 1991. Son armée est épuisée. Ils ont du mal à trouver des jeunes pour y aller. Les arsenaux occidentaux sont vides et il n'y a plus d'argent. L'Allemagne vient de couper de moitié son aide à l'Ukraine et les Américains, ils ont voté avec 6 mois de retard, le dernier chèque de 60 milliards, on va voir s'il y aura encore 60 milliards l'année prochaine. Il n'y aura pas, puisqu'il y a les élections américaines qui approchent et tout le monde est focalisé sur son intérêt à lui. Vous me parliez, je crois, juste avant cette émission, de ce reportage que vous avez vu sur une partie des Américains qui, à l'époque, étaient des Américains qui vivaient très bien, qui aujourd'hui vivent très mal, parce qu'il y a eu un choc des civilisations, une fracture aux États-Unis, dont on parle peu d'ailleurs en Europe, mais elle est abyssale, cette fracture. Elle est la même qu'on trouve en France, la destruction de l'outil industriel, et on s'aperçoit aux États-Unis que le petit blanc qui travaillait dans l'industrie et qui était le mieux payé aux États-Unis dans les années 80, il y a 40 ans, aujourd'hui c'est le moins bien payé. Et dans les États comme la Pennsylvanie, le Michigan, etc., où ça va se jouer. Donc la colère anti-mondialisation, anti-Chine, anti-tout le monde que véhicule Trump, elle est basée sur cette réalité sociale-là. Donc, pour en venir à votre question, j'essaye de répondre à la question qui a été posée, comment on en sort ? On en sort comme on devait en sortir en avril 2022, c'est-à-dire par un statut de neutralité pour l'Ukraine, que les Américains ont déjà accepté puisqu'ils ne veulent pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. C'est un des paradoxes ironiques les plus tragiques de cette histoire. C'est que cette guerre vient
de la volonté de Bush fils d'ouvrir l'OTAN à l'Ukraine. Et maintenant qu'on a la guerre, les Américains disent non, vous rentrez pas. Et les Allemands non plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension à travers tout ça? C'est la conception de la paix. Je m'explique. Depuis, on pourrait dire Wilson, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Occidentaux croient à la capitulation sans condition du tyran. Il doit tomber, nous sommes le bien, ils sont le mal, ils doivent tomber. Or, est-ce qu'on n'est pas, face à Poutine, face à la Russie, devant l'obligation de penser une paix plus à l'ancienne, c'est-à-dire une paix négociée, mais qui n'implique pas que le régime ennemi et honni doivent tomber? Mais là aussi, vous avez raison. L'un des drames dans cette histoire, et que je décris longuement dans le livre, c'est que cette guerre n'a pas de but. On ne connaît pas le but de guerre. C'est quoi? C'est de renverser Poutine? C'est de refaire les frontières de 91? C'est d'empêcher l'expansion de Poutine jusqu'à Lisbonne, comme il y a eu des théories, effectivement. Mais avec quoi? Ils arrivent à peine à grignoter des territoires face à une armée qui est exempte, et vous les voyez arriver à Paris demain ou à Berlin? Vous le savez aussi bien que moi, c'était la théorie il y a encore quelques années. Ah mais non, il y a plein de gens qui ont écrit des bouquins et qui ont fait des plateaux de télé depuis 2 ans pour expliquer qu'on était au bord d'une guerre mondiale, qu'il y avait Daladier, que c'était Daladier, c'était Munich. Rappelez-vous quand même la campagne européenne de Macron et de Valéry Ayer, qui ressortait Daladier, qui ressortait de Chamberlain. On était au bord d'une... Et puis il y avait Churchill d'un côté, Hitler de l'autre. Une paix négociée, ça veut dire une paix de concession territoriale. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Ça va être un statut de neutralité, très probablement une frontière qui va passer par le rapport de force sur le terrain aujourd'hui, que nous n'allons pas la reconnaître, à juste titre. On va faire comme pour l'Allemagne divisée, on n'avait pas reconnu... Comme pour la Crimée, ça sera pareil. Oui, pour la Crimée, pour l'Allemagne. Les deux Allemands, on n'a jamais reconnu officiellement que l'Allemagne était coupée à vie. Pareil pour la Corée. Il y a 2 Corées, il y aura une partition, et après, l'Ukraine a le droit d'entrer dans l'Union européenne. Ça, c'était acté dès avril 2022. Le problème qui va se poser, ce sont les garanties de sécurité. Qui va s'occuper de la reconstruction de l'Ukraine? 700 milliards d'euros. Qui va s'occuper des garanties de sécurité? Parce que s'il rentre dans l'Union, il faudra assurer la sécurité du pays. Avec quel budget de défense, sachant que, quoi qu'on raconte sur l'économie de guerre, personne n'est en économie de guerre en Europe. Donc, nous avons devant nous des questions absolument majeures que personne ne se pose. Et on est trop occupé par d'autres choses à l'Assemblée en ce moment. Mais comment on va gérer la paix? Alors, plus difficile, c'est comment gérer la paix. Comment faire en sorte d'éviter qu'on a, en 1918, on recouse la plaie en laissant l'infection dedans. Ça, ce serait la pire des choses. Donc il faut qu'on trouve quelque chose qui tienne la route et qui garantisse la sécurité de l'Ukraine et qui permette de reprendre des relations... Pierre Lellouche est notre invité ce matin au Grand Rendez-vous. On revient dans un instant, on parlera de la visite du président de la République au Maroc. À tout de suite. Pierre Lellouche est l'invité du Grand Rendez-vous pour son livre « Engrenage, la guerre en Ukraine et le basculement du monde ». Emmanuel Macron entame une visite d'État de 3 jours au Maroc, Pierre Lellouche. Une visite qui veut symboliser la réconciliation entre les 2 pays après des années de brouille pour le Sahara occidental. Le nécessaire a été fait par le président cet été avec cette lettre au vitriol adressée à l'Algérie. Brouille aussi parce qu'on le sait, par certains canaux diplomatiques, le courant ne passait pas très bien avec Mohamed VI. Emmanuel Macron le traitait peut-être un peu trop d'égal à égal, lui prenant le bras, le tutoyant, ce qui visiblement a beaucoup agacé Mohamed VI, oubliant un petit peu le protocole. Question directe, en quoi le Maroc est indispensable à la France? Il est indispensable de plein de façons. D'abord parce qu'il y a une très forte communauté marocaine en France. D'autre part, parce qu'il est à l'origine de beaucoup du trafic de drogue. Il faut dire les choses. Personne n'en parle, naturellement. Trop poli pour en parler. C'est l'occasion d'en parler. Il y a un vrai sujet. Et la Mokro-mafia qui va du Maroc jusqu'à la Hollande est un vrai problème dans notre pays. Il y a des morts tous les jours, quand même. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et changer de braquet sur la politique anti-drogue en France me paraît être une priorité de sécurité nationale, avant qu'il ne soit trop tard et qu'on devienne quelque chose entre le Mexique et le Salvador. Ça va très très vite. Les ports européens sont complètement gangrénés. Le Havre, Amsterdam, Anvers, il va falloir réagir fort. Donc c'est une occasion. Alors c'est difficile. Il y a eu un rapport du Sénat d'ailleurs là-dessus, avec un sénateur qui disait qu'il y avait des complices dans les ports et notamment... Bien sûr. Ouais. Donc c'est difficile de soulever cette question avec Sa Majesté le roi du Maroc, qui est notre ami.
avec lequel nous avons tout intérêt à nous entendre, y compris sur cette affaire du Sahara. Nos relations avec l'Algérie sont épouvantables, mais ça, c'est pas vraiment notre faute. Le régime algérien vit de la rente de la haine anti-France. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui marche pas... Emmanuel Macron les a beaucoup courtisés, les Algériens, ces dernières années, manifestement en vain, mais est-ce qu'il a été naïf ? Je pense. Là, il a voulu réouvrir les mémoires en pensant que ça aiderait la mémoire algérienne à être modifiée. C'est pas le problème des Algériens, c'est le problème de la direction algérienne. Cette équipe c'est les systèmes de sécurité, l'armée, les services de renseignement, c'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui prennent l'argent. Les généraux. L'Algérie est un pays très riche, bourré de gaz, de pétrole, d'un magnifique pays, mais malheureusement, il a été... Il en fournit directement d'ailleurs à nos voisins européens, le Portugal et l'Espagne. C'est une kleptocratie organisée. Voilà, on a beaucoup de mal à le dire. Moi, je suis un homme libre aujourd'hui, donc je dis les choses, mais et en plus, il y a énormément, naturellement, les Algériens sont gentils, ils nous envoient toute la jeunesse qu'ils ne peuvent pas employer, qu'on retrouve ensuite dans les réseaux, bien souvent dans les réseaux mafieux de drogue ou autres, ou travaillés par l'islamisme. Donc on a un vrai sujet sur le Maghreb, on ne peut pas se désintéresser du Maghreb. Et je dirais qu'à tout prendre aujourd'hui, il faut qu'on s'ancre au Maroc, qu'on aide la Tunisie. Ça vous a surpris la lettre qu'est Pierre de Vignaud tout à l'heure, envoyée par le président Macron cet été sur le Sahara occidental, parce que c'est quand même une évolution très marquante de la position française sur cette question. Il fallait qu'elle arrive. Il fallait qu'elle arrive, parce que il a bien vu qu'il ne gagnait rien en jouant l'entre-deux, en espérant se réconcilier avec les Algériens. Il a essayé de faire du en même temps avec l'Algérie et le Maroc. Avant la lettre, il perdait dans les deux camps. Là, il essaye au moins de sauvegarder une partie du jeu. C'est un pays, en plus, le Maroc est en plein épanouissement vers l'Afrique noire, avec des entreprises qui marchent très bien, des banques qui marchent très bien. Il commence à avoir un rôle régional non négligeable dans l'Afrique. Et au moment où nous avons été expulsés, là aussi, ce sont nos erreurs. Nous avons été expulsés du Mali, du Sahel. Les Américains aussi, d'ailleurs, au passage. Les Russes, les Chinois et les Turcs ont profité naturellement pour nous remplacer. Pourquoi est-ce que c'est un problème et pourquoi on ne peut pas s'en désintéresser ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la courbe démographique, les chiffres de l'ONU, c'est qu'en 2100, à la fin du siècle, près d'un humain sur deux sera africain. 40% de l'humanité sera africaine. Parce que tous les autres vont régresser, y compris les Chinois, les Européens, bien sûr. Les Américains vont se maintenir à peu près à flot à cause de l'immigration. Mais en Europe, ça va être un déclin phénoménal. Et en face, nous avons une Afrique qui n'a toujours pas fait sa révolution démographique, pas passé le pic encore. Et donc, dans l'Afrique, surtout la nôtre, si j'ose dire, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, là, il y a des poussées de population considérables. Pensez qu'un pays comme le Nigeria va avoir 450 millions d'habitants. Et alors justement, vous ralliez à cette thèse qui revient souvent, voulant que la révolution migratoire qui frappe l'Europe, nous n'en sommes qu'à ses débuts. Oui, bien sûr. Nous n'en sommes, mais je l'ai écrit il y a 30 ans, je le réécris dans ce livre, nous n'en sommes qu'au début. Oui, mais alors, j'entends cette formule, mais dire cela aux peuples européens qui connaissent déjà une transformation profonde, un pays comme la Belgique, on peut penser dans plusieurs territoires en France, on peut penser à Londres, on pourrait multiplier les références, leur dire tout ça n'est qu'un début, à quoi ressemblera la fin du siècle ? Je pose la question, à quoi ça peut ressembler ? Et c'est là que le fait identitaire est majeur, parce que beaucoup de ces Européens n'ont pas envie d'être remplacés, ou modifiés, ou devenir minoritaires dans leur propre pays. Regardez les manifs qu'il y a en ce moment à Londres, regardez les réactions de pays extrêmement tolérants, comme la Suède, le Danemark. Qui est-ce qui a demandé la refonte du pacte asile-immigration négocié pendant 13 ans par Bruxelles ? Ce sont les pays scandinaves. Mais les élites européennes ont tendance à condamner leur propre peuple lorsqu'ils se révoltent, en les accusant d'extrême droite. C'est là que c'est absurde. Et il va falloir qu'on prenne vraiment ce sujet au sérieux par les deux bouts. D'une part, le contrôle de 12 000 kilomètres de frontières maritimes. 12 000, hein. Les Américains, ils ont 3 000 kilomètres de frontières avec le Mexique. Nous, on a 12 000 rien que sur le plan maritime, sans parler des frontières avec la Turquie ou avec la Biélorussie. Donc c'est un problème majeur de sécurité de l'Europe, qui n'est pas traité. Et l'autre problème, c'est de travailler avec ces pays au plus près des populations, Pierre Lelouch, que nous ratons magnifiquement depuis des années. Dans la valise, si j'ose dire, ou en tout cas dans l'avion présidentiel, il y a plusieurs ministres, il y a le ministre de la Défense. Alors on sait qu'il y a un accord avec le Maroc pour la vente de certaines armes françaises.
Il y a Bruno Retailleau qui a clairement dit qu'il allait travailler sur les visas consulaires, avec l'envoi de missi dominici, avec la question des OQTF. Est-ce que là aussi, c'est un point d'entrée pour régler ou réguler l'immigration en France et en Europe? C'est un point fondamental. Mais il faut avoir le courage de dire que non seulement on coupe l'aide au développement et tous les contrats, tant pis, c'est trop fondamental. Si vous ne reprenez pas les gens qui n'ont rien à faire chez nous, qui ont été condamnés, il y a un problème. Mais donc il faut de la fermeté. Attendez, j'ajoute un volet à ça. Ouais. Là où il faut être très ferme, c'est tous les visas de complaisance dont disposent ces régimes. Vous avez des flopées de députés, ministres, généraux et autres qui viennent se faire soigner, gratos d'ailleurs, à Paris. Allez voir dans les cabinets, moi je vous y emmène, je connais les médecins qui les soignent. Je connais les pharmaciens qui donnent les... Ça, c'est du vécu. Mais qui paye? Et ils viennent avec des visas diplomatiques ou des passeports diplomatiques. Qui paye la note du médecin? Alors, normalement, ils doivent la payer, mais bien souvent, ils ne la payent pas. Ils laissent des ardoises dans les hôpitaux ou dans les cliniques parisiennes. Donc, personne ne paye? Bah si, nous, à la fin, c'est toujours le contribuable. Bien sûr. Ouais, mais ça va mieux en le disant. Justement, Pierre Lelouch, en 2021, Emmanuel Macron, il avait donné un tour de vis, justement, vis-à-vis des pays du Maghreb, vous avez vu un tour de vis ? En refusant un certain nombre de visas, il avait diminué le nombre de visas. Oui, ça avait duré 2 mois. Et au final, on s'est rendu compte que ça marchait pas et on a capitulé. Non, ça marche pas faute de volonté. Et encore une fois, il faut pas cibler tout le monde. Il y a des gens qui ont parfaitement toutes les raisons de venir faire du business en France, etc., venant du Maroc, de Tunisie ou d'ailleurs. C'est les profiteurs du système. C'est ceux qui sont au pouvoir, qui à la fois crachent sur la France et profitent de son système de santé. Ça, faudrait peut-être que ça s'arrête. Et ça, c'est un travail que le ministère de l'Intérieur, avec le Quai d'Orsay, peuvent faire parfaitement bien. Faute de volonté politique, je propose une autre hypothèse, aussi peut-être par une forme d'enfermement idéologique. Vous avez vu cette querelle il y a quelques semaines autour de l'état de droit. Ah oui, on nous explique que maîtriser les frontières, renvoyer les illégaux, tout ça, c'est contre l'état de droit. Donc, est-ce que le mot état de droit n'est pas en train de, au-delà de sa véritable définition, ce qu'il est devenu, est-ce qu'il ne nous paralyse pas dans l'action politique? Alors, écoutez, vous mettez là encore le doigt sur quelque chose de fondamental. Ceux qui sont responsables de la modification de l'immigration en France sont au Conseil d'État. Le regroupement familial, supprimé, rappelez-vous, j'en ai parlé avec Chirac, Giscard, Barre, voulaient supprimer le regroupement familial. Ils avaient bien conscience que l'immigration de travail, c'est une chose et les gens rentrent après à la retraite ou avant, mais l'immigration avec la famille, avec le regroupement familial, c'est une immigration d'installation. Et ce qui s'est passé en 1976, c'est un arrêt du Conseil d'État qui garantissait le droit pour chaque travailleur de faire venir sa famille. Et c'est devenu ensuite le droit européen, puisque ça a été repris par la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc maintenant, on est complètement bloqué sur 90 000 personnes qui rentrent par an au titre du regroupement familial. Oui, parce qu'à chaque fois, il y a un recours, que ce soit en France ou que ce soit au niveau européen. Voilà, donc il y a un moment, si vous voulez, il y a un moment où, dans une démocratie, on peut considérer que l'équilibre des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif, tout ça est en train d'être modifié et que le peuple a le droit de reprendre le contrôle. Donc quand on a demandé un référendum sur la modification de la Constitution, sur dire au Conseil d'État, voilà, ce que le peuple français veut, c'est ça, pas le regroupement familial. Mais tant qu'on ne changera pas la Constitution et tant qu'il n'y aura pas une volonté politique très forte, les juges vont faire exactement ce qu'ils veulent dans l'univers qui est le leur, c'est-à-dire l'univers du droit. Ils vont et c'est ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Oui, voilà, ils vont vous ressortir la Convention sur les réfugiés de 1951, qui était prévue pour les réfugiés qui venaient de l'ex-URSS. Pas du tout pour l'immigration de masse venant du Maghreb et d'Afrique. Pierre Lelouch. Donc, on joue avec ces concepts et on se retrouve dans des situations totalement ingérables. Pierre Lelouch est notre invité au Grand Rendez-vous. On se retrouve dans quelques instants. On parlera de Michel Barnier. À tout de suite. Dernière partie du Grand Rendez-vous sur Europe 1 et sur CNews en partenariat avec Les Échos. Et Pierre Lelouch est notre invité pour ce livre « Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde ». Il faut lire page 103, la citation que vous faites d'André Suarez en 1935 pour comprendre l'état de notre démocratie. Et je résume les paroisses politiciennes dans les différents partis qui ne s'intéressent qu'à leur carriérisme politique plutôt que de voir les grands problèmes que vous évoquez dans votre livre. Il n'y a aucune transition avec ce que je vais dire maintenant, puisque je vais parler du Premier ministre, Michel Barnier, qui, dans le Parisien, dit entendre changer ce pays avec un plan de réforme à 5 ans qu'il présentera dans quelques semaines. Premièrement, va-t-il y arriver ?
dans le contexte actuel? Et deuxièmement, a-t-il des chances d'incarner ce pays dont il veut qu'il prenne un nouveau tournant? Comment répondre à cette question? Moi, j'ai le même âge que Michel Barnier. Exactement. Que je connais très bien. Donc, je lui souhaite bonne chance, comme beaucoup de Français d'ailleurs, parce qu'on est dans une telle situation de chaos que faut espérer qu'il arrive à sauver l'essentiel. C'est-à-dire déjà nous faire un budget, éviter qu'on soit trop dégradé par les agences, sinon le remboursement de la dette va étouffer tous les autres budgets, y compris la défense, l'éducation. Enfin, on a le FMI à la porte quand même. Mais est-ce que vous le classez, Michel Barnier, dans le carriérisme politique que je viens de résumer par la phrase d'André Suarez que vous citez? Disons qu'il a très bien géré sa carrière. C'est une forme de réponse. Voilà. Moi, je suis venu en politique très tard. Je suis venu à 38 ans autour de Chirac. J'avais déjà fait une vie avant et j'avais vu le monde réel avant. Le problème de beaucoup de politiques, surtout la nouvelle génération, c'est qu'ils ont fait rien d'autre que apparatchik de tel ou tel parti. Donc, ils savent pas ce que c'est que d'être taxi. Michel Barnier, c'est un apparatchik aussi? Non, Michel Barnier a accumulé beaucoup d'expérience dans des postes de responsabilité au fil de sa carrière. Un bon candidat pour 2027? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Peut-être, mais je pense qu'il faut qu'on... on va voir ce qu'ils disent sur le programme des 5 prochaines années. Mais il y a tellement de choses fondamentales à changer. Tellement de choses. De l'hôpital à la justice, en passant par la refonte de notre armée. Si je vois ça dans son programme, je dirais bravo, on y va. On vous sent hyper sceptique quand même. Mais pour l'instant, je vois pas de réflexion sur le fond. Je vois qu'on continue comme avant. L'affaire du Doliprane cette semaine, franchement, m'a donné un coup de barre parce que voilà une boîte qui est. Alors là, on est vraiment dans le pire du système français, c'est-à-dire la colonisation de l'industrie par les inspecteurs des finances, formés par la France. Vous faites allusion à la prise de participation de l'État, c'est ça? Non, je fais allusion à la vente. À la vente. Alors que, si vous allez dans une pharmacie, il manque 5000 médicaments. Les pharmaciens vous disent c'est en rupture. Et pourquoi c'est en rupture? Si c'est stratégique, pourquoi est-ce qu'on n'a pas constitué une industrie stratégique dans notre pays? Et on continue à vendre. Hier, Marlex, mon camarade de l'Assemblée, Olivier Marlex, avec qui j'ai travaillé sur l'histoire Alstom et sur l'extraterritorialité des lois, c'est moi qui ai ouvert ce débat en 2016. Comment on se fait taper sur la tête par... l'OFAC et le système américain. L'OFAC, Office of Foreign Asset Control. Les anciens patrons de l'OFAC, l'ancien patron du FBI, gagnent des dizaines de millions de dollars en conseillant aux entreprises étrangères, au Qatar et ailleurs, comment contourner les sanctions américaines. Nous, on a payé plus de 20 milliards de sanctions aux Américains. Dans la poche, c'est les prendre dans la poche des Français pour filer ça au trésor américain. À vous entendre, vous dire perte de souveraineté. Comment est-ce que Alstom Selon vous, il fallait bloquer la vente de Sanofi Bien sûr, Mais bien sûr, c'est pas possible de continuer comme avant, avec les mêmes inspecteurs des finances. Alstom, c'est la même histoire. Florange, c'est la même histoire. On retrouve les mêmes gens. Vous regarderez dans le détail qui y a autour de la table, vous retrouverez les mêmes Américains, comme Jack Welch, et les mêmes Français. Mais je reprends votre diagnostic. Perte de souveraineté, crise budgétaire, crise de la dette qui pourrait écraser l'État français, crise migratoire, crise démographique de l'intérieur. Il y a un mot qui autrefois a été utilisé, aujourd'hui un peu moins, c'est décadence. Est-ce que vous diriez de la France, ou de l'Europe plus largement, qui est dans une situation de décadence? L'Europe est dans une situation qui frise la décadence. Il faudra faire très attention les années qui viennent. On a décroché. Vous savez, je dis ça aussi dans le livre, en 15 ans, on avait le même PNB en Europe qu'aux États-Unis. En 15 ans, on est maintenant la moitié du PNB américain. Il y a eu un appauvrissement de l'Europe. Si on continue comme ça, on va servir de champ de bataille aux exportations américaines et chinoises, parce que les Américains vont bloquer les exportations chinoises, quel que soit le vainqueur. Ça, c'était la politique de Trump, poursuivie par Biden. On bloque les Chinois aux États-Unis. Où est-ce qu'ils vont, les Chinois? Ils vont venir en Europe. Donc, il faut que l'Europe se reprenne en main, qu'on fabrique des champions européens au lieu de les casser, comme l'a fait Mme Vestager et la Commission européenne pendant des années. Des politiques complètement folles qu'on a laissé faire. Il faut changer ça complètement. Donc, si je vois, vous me posez une question, qui va le faire? Si je vois quelqu'un qui dit ce genre de choses, je serai même de le suivre, bien sûr, avec enthousiasme. Moi, je ne désespère pas de la France. Je désespère en ce moment d'une certaine classe politique qui a planté notre pays, qui lui a fait faire des chèques à tire-larigot. On se retrouve avec, tiens, où sont passés 100 milliards? Mais c'est dément. 1000 milliards. Vous parlez de la dette? Oui. On est 100 milliards de début de cette année. 100 milliards, oui. On découvre qu'il manque 100 milliards. Voilà. Mais d'où ça sort?
Oui. Depuis le Covid, en passant par la désindustrialisation et tous les chèques qu'on a fait à tire-larigot, quoi qu'il en coûte, on trouve maintenant une situation de véritable faillite dans notre Vous avez pays. déjà vu la France en aussi mauvais état? Non. 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 Je dis, j'ai commencé là, j'ai quand même 25 ans de vie, ou presque 30 ans de vie publique, et avant j'avais une vie dans le privé. Et vous voyez les forces de rappel pour repartir dans le bon sens? Je vois les Français. Parce que si vous laissez tomber le Palais Bourbon et tout l'environnement du microcosme, si vous parlez aux Français, je crois qu'ils sont à la fois très inquiets, très en colère et prêts à ce que ça change. Maintenant, il faut que tout ça soit incarné. Mais il compte plus sur le législateur. Si vous dites on met de côté le Palais Bourbon, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie représentative alors que c'est le système politique dans lequel on est. Quand je vois l'Assemblée, comment elle s'est comportée la semaine dernière, ils ont inventé 40 milliards d'impôts de plus, en plus des 30 de Barnier. Mais vous savez ce que c'est que 30 milliards d'impôts de plus? Ça veut dire que le pays s'arrête. La personne qui veut s'acheter un canapé, il renonce au canapé, il renonce à aller au restaurant, il paye renonce des impôts. Bien sûr. Vous parlez des Français. Donc l'économie française va prendre un choc qui va l'arrêter complètement au pire moment, alors qu'il faudrait la relancer. Et avec ça, vous avez des déclarations de Donald Trump qui dit les Européens, ils n'achètent pas nos voitures, ils n'achètent pas nos produits, donc on va maintenir les taxes. Trump, il va aller, s'il est élu, vers une politique extrêmement dure sur le plan commercial. Alors que nous ne contrôlons pas la politique commerciale. Regardez ce qui se passe avec le Mercosur en ce moment. C'est très intéressant. J'ai été ministre du Commerce extérieur. J'avais au-dessus de moi un gars qui était ministre du Commerce extérieur de l'Europe, fédéralisé dans ce domaine, comme l'agriculture. C'est-à-dire que lui, il négociait pas au nom des intérêts de la France, il négociait au nom, disait-il, des intérêts communs de l'Europe. Et comme les Allemands veulent vendre des bagnoles en Amérique latine, on est prié d'importer du bœuf aux hormones d'Argentine ou du Brésil. Et donc on va nous enfiler le Mercosur parce qu'on n'aura pas la minorité de blocage pour le bœuf. Et qu'est-ce qu'on raconte aux gens en ce moment en France? Non, on va être contre le Mercosur. Mais il est quasiment fait, dans notre dos. Et vous parliez tout à l'heure des Français qui contrairement aux députés, ont un sens national, veulent le redressement du pays. Mais quand on leur parle de passer la retraite de 62 à 64 ans, ils sont les trois quarts à dire que c'est pas possible, qu'il faut s'arrêter de travailler à 62 ans. Mais dans la mesure quand vous shootez un pays à l'assistanat, pourquoi voulez-vous qu'il aille travailler? Quand vous avez 10 minima sociaux dans le pays, 4 millions de personnes au RSA, pourquoi voulez-vous qu'ils aillent travailler? Alors, Mathieu Bocoté. Il nous reste quelques minutes à l'émission. Je ne peux une minute. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question sur les élections américaines. Quels sont, selon vous, les enjeux pour l'Europe de l'élection américaine qui aura lieu dans une dizaine de jours? Écoutez, au risque de vous surprendre, je ne vois pas de différence absolument fondamentale entre les démocrates et les républicains, s'agissant notamment du commerce avec l'Europe. Sur la défense, peut-être, mais juste. Les Américains sont dans une phase de repli historique. Ils sont en train de pivoter vers l'essentiel pour eux au XXIe siècle, ça s'appelle la Chine. Donc, par voie de conséquence, l'Europe, c'est un marché important, mais ils vont s'en dégager. Ça a commencé sous Obama, ça s'est poursuivi sous Trump, et Biden a encore amplifié ce que Trump avait fait en matière de commerce, puisqu'il a maintenu en fait la politique commerciale de Trump. Donc, je ne vois pas tellement de différence. Après, la question, ça va être l'Ukraine. Clairement, Trump veut sortir de l'affaire ukrainienne, et s'il peut d'ailleurs diminuer très fortement l'empreinte américaine dans l'OTAN, peut-être pas sortir, mais diminuer. Madame Harris, dans la mesure, elle n'a aucune expérience dans ces matières, mais elle restera probablement dans la ligne démocrate, à savoir probablement continuer à aider l'Ukraine à sortir par la négociation, et continuer à avoir des relations convenables avec l'Europe, mais tout en, elle aussi, en allant vers la Chine, parce que c'est le problème, la Chine et l'immigration. C'est ça les deux problèmes fondamentaux des États-Unis. Merci beaucoup Pierre Lellouche d'avoir été l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, votre livre Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde chez Odile Jacob. Très très bon dimanche sur nos deux antennes. Merci à vous.